Bonjour, bienvenue sur la chaîne EasyCloud. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. Donc, on en est à l'épisode 15. On va parler des stockages sur Azure. Donc, c'est un service principal d'Azure. Voilà, qu'est-ce qu'on peut stocker et comment on peut le stocker. Je vous laisse avec la vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du stockage sur Azure. Donc, qu'est-ce qu'on peut stocker, comment? Voilà, donc il existe vraiment trois types de données. On va dire qu'il y a les données structurées, donc ça on le verra dans les vidéos d'après quand on va aborder les bases de données type SQL par exemple. On a les données semi-structurées, donc là on va voir un petit peu donc des clés valeurs par exemple, avec le système de table qui existe dans les comptes de stockage, et les données complètement déstructurées. Typiquement, vous stockez des images, des vidéos, des fichiers texte, enfin un peu ce que vous voulez, hein, des fichiers Word. On est vraiment sur des fichiers déstructurés. Alors, Azure permet de stocker évidemment des fichiers dans des comptes de stockage. Donc, on appelle ça des storage accounts ou des comptes de stockage en français. Donc, storage account. Alors, il faut prendre en compte que ces comptes de stockage doivent être avec un nom unique. Parce que vous allez pouvoir les attaquer, entre guillemets, depuis n'importe où dans le monde. Donc il faut absolument qu'ils aient un nom qui soit unique. Donc si vous l'appelez par exemple euh, mon stockage, mon stockage Azure, il faut que personne n'ait utilisé ce nom-là. Donc pensez-y quand vous allez commencer à mettre en place l'infrastructure, donc déjà de combien de comptes de stockage vous avez besoin et de quel nom vous allez lui donner. Ils sont dans certaines régions, donc ils sont dispo dans toutes les régions, mais il va falloir que vous soyez, quand vous allez mettre en place le stockage, donc vous pouvez par exemple avoir un compte de stockage pour la France, un compte de stockage pour les États-Unis, mais provisionnez-le au plus proche des utilisateurs. L'objectif, hein, c'est toujours d'être le plus proche de l'utilisateur pour avoir le moins de latence possible. Utiliser la force du cloud qui est d'avoir des data centers dans le monde entier, donc utilisez-le pour être au plus proche de vos utilisateurs. Il existe ensuite un choix à faire entre deux types de stockage, le standard et le premium. Là, c'est vraiment des notions de performance que vous allez obtenir au niveau de ces niveaux-là. Donc en premium, évidemment, vous allez avoir des performances qui sont meilleures en termes de stockage qu'en standard. Euh, hop, et euh, donc en standard pour l'instant on est en V2 et en premium vous allez avoir des performances qui sont meilleures, donc qui sont basées sur des SSD, etc. Alors c'est quand même des usages qui sont voilà, il faut vraiment en avoir l'utilité, hein. Si aujourd'hui vous êtes sur du workload assez classique, vous pouvez potentiellement rester sur du standard. Enfin voilà, ça sera en fonction de vos besoins. Sachez qu'il existe évidemment des documentations sur les performances directement sur Azure. Je vous mets ça en lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on peut stocker sur les comptes de stockage Azure? On peut stocker des fichiers qu'on appelle blob, donc c'est des fichiers déstructurés. Donc on va par exemple parler de, hop, si vous avez un PNG, si vous avez, je sais pas moi, une vidéo en .mkve, hop, comme vous voulez. Vous allez parler par exemple des fichiers exécutables, hop, fichiers .exe ou je ne sais quoi encore, des fichiers TXT par exemple avec du texte écrit dessus. Ces fichiers-là, vous allez pouvoir les stocker dans un compte de stockage, donc un storage account sous forme de blob. Donc on appelle un blob storage. Hop, et vous allez en fait les mettre dans des conteneurs. Et vos fichiers vont pouvoir être déposés dessus. Au niveau des accès, soit c'est des utilisateurs qui vont y accéder, soit des applications. Ils y accèdent sous forme avec un nom HTTP par exemple, et des autorisations que vous allez leur donner avec des clés qui vont contenir les autorisations. Par exemple, vous allez dire cet utilisateur peut lire, mais pas écrire. Cette application peut accéder à tel conteneur, mais pas un autre. Voilà, en fonction des autorisations que vous allez donner, vous allez pouvoir gérer l'accès à vos fichiers.
Il faut savoir que dans les stockages Azure, outre les réservations que vous pouvez faire sur certains types de stockage premium, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc si ici vous avez 1 giga, vous allez payer seulement 1 giga. Si vous mettez 10 Tera, bah, vous paierez 10 Tera. C'est vraiment le pay as you go, comme je le répète assez souvent, hein. Ça s'applique très bien au compte de stockage. Vous n'avez pas de limite, d'où l'intérêt aussi du stockage Azure, c'est que, enfin du stockage cloud entre limites, hein, entre guillemets, c'est que vous pouvez stocker quasiment autant que vous voulez. C'est-à-dire que si demain vous voulez stocker 100 Tera, c'est possible. Vous voulez stocker un demi giga, c'est possible. Voilà, il n'y a pas vraiment de restriction et c'est une scalabilité qui peut aller très très haut. Le deuxième type de compte de stockage qu'on peut avoir, c'est un compte de stockage qu'on appelle file. L'objectif, c'est un peu la même chose, c'est des données dans le même principe. Donc je vais refaire mon schéma, déstructuré, donc voilà, des fichiers .exe par exemple, et des textes. Et là, par contre, on va pouvoir, c'est vraiment comme un système de fichiers, vous allez pouvoir monter des lecteurs réseau en SMB. Donc le SMB est un protocole qui permet en fait, vous savez dans vos PC, vous avez des lecteurs réseau, des lecteurs pour atteindre un NAS par exemple ou des choses comme ça. Et bien là, ça va être le même principe. Grâce au SMB, vous allez pouvoir monter des lecteurs réseau, donc soit des utilisateurs, mais aussi des apps, pourquoi pas, qui peuvent aller se connecter à du file storage. Et ensuite, vous allez, pareil, donc là, sur du file storage, on est un peu sur le même modèle que la partie blob. Vous allez stocker vos failles directement dans des shares, ce coup-ci, dans des partages. Si vous connaissez un peu le principe d'un serveur de fichiers, c'est ce qui ressemble le plus côté Azure. Donc en version PaaS, hein, vraiment un serveur de fichiers quasi managé, c'est ce qui ressemble le plus. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir avoir le nombre de gigas que vous voulez. Sur la taille, ça ne change rien côté blob. Le SMB est disponible en version standard. Il est possible aussi de faire du montage en NFS, mais ce NFS sera disponible qu'en premium. Donc si vous avez un compte standard, vous ne pourrez pas monter de NFS, il n'est pas inclus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas monter sur du Linux, hein. Par contre, vous ne pouvez pas monter en partition NFS. Donc que du SMB pour du standard, ou sinon NFS si vous voulez passer sur du premium. C'est l'équivalent d'un file share. Il est même possible avec d'autres technologies, enfin la technologie Azure, de faire en fait un serveur de fichiers on-premise qui sera en fait un cache, et en fait vous allez chercher les fichiers directement dans le cloud et le serveur de fichiers on-prem ne servira que de cache quasiment. Et l'avantage, vous bénéficiez de la scalabilité du cloud, du coût à l'usage, c'est-à-dire que, comme je le répète encore assez souvent, si vous avez 1 giga, vous payez 1 giga, et vous avez quand même un serveur fichier local pour servir de cache. Et on se souvient, on peut par exemple se relier ici en VPN avec une express route. C'est un petit rappel sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à les consulter si vous ne les avez pas vues. Dans ces deux cas de figure, alors j'essaye de faire au mieux que ça ne devienne pas un Picasso, que mon tableau, d'essayer de vous faire comprendre, d'avoir des dessins clairs. Donc ce que je voulais dire sur les deux comptes de stockage, c'est que vous avez deux types comment dire, de réplication, de durabilité. Voilà. Et en fait, ce qu'on appelle la durabilité sur les stockages Azure, ça va être vos données, quel est le risque, entre guillemets, qu'elles soient perdues par Azure. Voilà. Ça ne veut pas dire, on ne parle pas là, attention, hein, on ne parle pas de disponibilité. La disponibilité, c'est par exemple combien de temps par an le service va être indisponible. Imaginons le service de fichiers Azure, vous ne pouvez pas y accéder pendant 5 minutes par an. Donc ça correspond à un taux de disponibilité. Par contre, pendant ces 5 minutes, il n'y a pas de perte, vous n'avez pas perdu vos données. Dès que ça va être remis en route, vous allez récupérer l'intégralité de vos données, vous n'avez rien perdu. Pendant 5 minutes, par contre, vous n'arrivez pas à accéder au stockage. Ça, c'est un taux de disponibilité. Un taux de durabilité, c'est différent, c'est vraiment le taux de risque de perte de données. C'est-à-dire, quel risque il y a pour que Azure perdent vos données. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous disent, ah bah là, vu qu'on a une panne sur ce data center, que je ne sais pas, les disques durs ont brûlé ou autre, on a perdu l'intégralité de vos données. Donc ça se calcule et il propose des solutions. Azure propose des solutions en fonction des données que vous allez avoir. S'il faut
plus ou moins de durabilité, bah, vous avez plusieurs solutions. Et là, on va reparler des régions. Alors, si vous vous souvenez des vidéos précédentes, sinon, pareil, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets ici en information en haut. Donc, comment on calcule ça? Alors, on a un premier niveau qui est le niveau par défaut qui s'appelle LRS. Donc c'est Locally Redundant Storage. En fait, donc vous avez toujours le RS qui est Redundant Storage et devant la lettre qui, enfin euh, la lettre de l'alphabet, oui, qui va changer en fonction de ce que ça va être. Donc là, on est sur du Locally. Donc comme vous l'avez compris, ici, on est sur un format où vous avez un data center. Donc par exemple à Paris Centre. Hop. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs serveurs. D'accord, ça on a déjà vu, hein, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes. Vos données vont être en fait copiées 3 fois. Une fois là, une fois là. Donc ça veut dire que si un des serveurs sur le data center parisien, hop, tombe en panne, pas de problème, vous avez toujours les deux autres qui vont prendre le relais et vos données ne seront pas perdues. Le deuxième tombe en panne, pas de souci, vous avez toujours le troisième qui prendra le relais et vos données ne seront pas perdues. Par contre, là, il y a une attaque où tout prend feu, comme ça peut arriver, c'est déjà arrivé par exemple dans d'autres data centers en France, tout prend feu, hop, les 3 serveurs qui sont dans la même zone de Paris prennent feu et vos données sont totalement perdues. C'est le premier niveau par défaut de réplication. Attention, je dis bien réplication parce que ce n'est pas de la sauvegarde, hein, c'est-à-dire que si vous-même vous supprimez un fichier dans votre compte de stockage, il est supprimé sur les 3, hein, ça va se répliquer. Ce n'est pas de la sauvegarde, c'est de la réplication, de la durabilité de données. Voilà, donc on a la deuxième solution qui est le ZRS. Alors je vais essayer de changer de couleur. Hop. Alors évidemment, j'en parle pas, mais les coûts sont associés. Plus vous allez dans une solution qui a de la redondance, plus effectivement vous allez avoir des coûts qui vont être plus élevés. Donc ZRS, vous avez un data center, toujours pareil, donc là à Paris, je vais mettre data pour aller plus vite. Ici, vous avez un serveur dans le data center. Et là, on va se servir des zones de disponibilité. Vous vous souvenez des zones de disponibilité 1, 2, 3, des data centers qui sont séparés de plusieurs kilomètres dans la même région, donc par exemple à Paris, mais séparés de plusieurs kilomètres. Donc complètement indépendants en électricité, complètement indépendants en climatisation, complètement indépendants en réseau Internet, et aussi beaucoup moins sensibles si le data center 1 prend feu, bah, vu qu'ils sont séparés de plusieurs kilomètres, bah, le risque que les deux prennent feu en même temps est quand même très très faible. Et bien là, on appelle donc le Z, c'est pour zone, redundant storage. Et là, donc là, on va, comme vous l'avez compris, mettre une copie dans chaque zone. Donc dans la zone 1, 2 et 3 de Paris, par exemple. Donc là, le risque de perte est encore plus faible. Alors, juste pour information, le risque de perte se calcule en pourcentage, donc avec 99,9999, parce que le 100% pour moi est impossible, hein, il faudrait copier peut-être dans toutes les régions du monde, etc. Enfin bref, donc ça se calcule en nombre de 9 après les 99. Donc ici, par exemple, vous avez 99,9 fois 12, vous avez 12 9. Voilà. Ici, vous avez 11 9. Pardon, hop. Donc vous avez 99 fois 9. Et le taux de durabilité est calculé comme ça. Donc, évidemment, vous allez voir que plus on va avancer, plus on va avoir un taux de durabilité qui est plus en plus important. Le but, c'est que vous compreniez quelles sont les différences en fonction de ces zones de réplication, enfin surtout de ces protections. Donc maintenant, on va passer au troisième... Oula, pardon. Hop. Ah ben. Voilà, nous allons passer au troisième, qui est donc le GDRS, le GRS, pardon. Le GRS, alors, qu'est-ce que c'est? Hop, je vais reprendre mon petit crayon. GRS, Geo Redundant Storage. Bah, vous l'avez compris, je pense en tout cas. Ici, on a Data Center 1, Paris. Alors, je mets Paris pour France Centrale, hein, mais le vrai nom c'est France Centrale, parce que c'est en région parisienne.
Et on a le data center France Sud. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une copie. Alors, je mets dans 3. Hop là. On va faire nos 3 copies dans notre data center à Paris. Pourquoi data center Paris de 3 copies? Parce que bah, c'est le LRS, hein. Donc là, on reprend le principe du LRS. Mais on va faire une réplication dans un data center France Sud avec 3 copies aussi au sein du même data center. Là, on n'est pas sur des zones de disponibilité, hein, on est vraiment sur du... ici, on prend que ça, on est sur du LRS. Ici, pareil. En fait, on va cumuler 2 LRS, mais on va les géoredonder entre Data France, Paris, pardon, et France Sud. Donc là, vous voyez que là, il y a plus de 400 km qui séparent les deux data centers. Donc le risque de perte de données est encore descendu. Et on passe là, par exemple, à 16,9, après le 99,9. Donc on augmente encore le risque de perte est encore plus faible. Et ici, vous êtes sur, par contre, ici, ça c'est vraiment de la réplication sur Data France Sud. Et les deux régions ne sont pas utilisées en même temps. C'est-à-dire que si vous avez des utilisateurs, par exemple, qui se trouvent à Nice, ils ne vont pas aller se connecter sur France Sud, ils vont toujours aller se connecter à Paris. Vous avez une option qui permet, qui s'appelle le ERA, donc le Read Only, RAGRS, qui vous permet d'activer ce data center en France Sud en lecture. Par exemple, si vous avez des utilisateurs qui sont plus proches de France Sud, vous pouvez activer cette technologie qui permet aussi de faire de la lecture sur le deuxième data center. Sinon, la réplication se fait, vous avez un bouton dans Azure donc pour faire les tests de réplication, et quand ça est hors service, vous allez répliquer et en fait tout va basculer sur France Sud, et là vos utilisateurs iront sur France Sud. Vous pouvez faire des tests de réplication aussi à la main vous-même dans le portail Azure. Voilà, maintenant le dernier qui est la solution, on va dire, ultime, la plus protectrice, entre guillemets, pour les données les plus sensibles, qui ont besoin d'avoir une durabilité exceptionnelle, hein, où il faut absolument ne pas les perdre, en sachant que quand là vous avez des régions pérées. Donc vous voyez, pour nous, on a la chance de France Sud et France Paris de rester par exemple dans le même pays. Il y a des régions pérées où les pays sont différents parce qu'ils n'ont pas deux data centers dans le même pays. On a cette chance en France d'avoir voilà, deux régions pérées qui restent en France. Donc si vous avez des données type HDS, données de santé, PCI DSS, etc., qui imposent certaines normes et certains emplacements de données, et bien grâce à Azure, vous pouvez le faire. Vous pouvez rester en France. Le dernier, alors là on est sur le top level, on va dire, on est sur ce qu'on appelle le GZRS. Il existe aussi le RAID, le RA-GDRS qui est le read only. Voilà, là je vous remets pas l'explication d'avant. Donc c'est soit ça, soit le GZRS. Alors qu'est-ce qu'on fait sur du GZRS? Eh bien, au lieu, ici, vous vous souvenez, on était sur du LRS, même data center à Paris, on copiait sur 3 serveurs. Et là, on va pas copier sur 3 serveurs. On va copier zone 1, zone 2 de Paris, zone 3. Hop, on va mettre une copie dans chaque, donc dans des zones de disponibilité. Donc là, si vous vous souvenez, on se retrouve dans le ZRS. C'est pour ça que ici vous avez ZRS. Et on rajoute le G devant. Bah, le G, vous l'avez compris, c'est la géoredondance. Donc là, on est à France Sud. Par contre, là, on met du LRS France Sud. Hein. Donc c'est 3 copies au sein du même data center. Voilà. Alors là, on est sur un sujet qui est quand même, voilà, en termes de durabilité, on est très 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 haut. Le risque de perdre les données est quasi, on va pas dire nul, mais il est très 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 faible. Même si demain Paris venait à prendre feu sur 40 km de circonférence, donc les 3 data centers tomberaient, on a encore France Sud qui tient et qui prend le relais. Donc on est sur une réplication qui est très très importante. Je rappelle une dernière fois, attention, ce n'est pas de la sauvegarde.
j'ai vu, j'insiste, hein, parce que lors de mes missions, j'ai vu beaucoup de mes clients qui pensaient que c'était de la sauvegarde. Ce n'en est pas. C'est-à-dire que si ici vous supprimez un fichier, il va être supprimé là, là, ici, ici et ici. Quasiment, pas instantanément, mais quasiment. Donc il faut penser en plus de ça à mettre des mécanismes de sauvegarde si vous avez besoin de faire de la rétention de fichiers, etc. Il existe, hein, des solutions de sauvegarde qui sont déjà intégrées dans les comptes de stockage Azure, mais là on ne parle plus de GDRS, LRS, on parle de soft delete, par exemple sur les blobs, on parle de sauvegarde de comptes de fichiers. Bon, je ne vais pas y venir dans cette formation-là. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas dans les prochaines formations qui vont aller sur la Z104 où on va aller un peu plus loin. Là, on ira carrément configurer le compte de stockage, vous montrer comment ça fonctionne et aller un peu plus loin dans les détails. Voilà, donc j'ai pas mal passé de temps là-dessus, mais je pense que c'est important, ces notions de redondance. Il me reste une dernière notion à aborder avec vous, enfin deux dernières notions. La première qui est que vous avez un life cycle, donc un cycle de vie dans vos fichiers. C'est-à-dire qu'en blob, par exemple, vous pouvez dire, alors j'ai des fichiers hot, donc chaud, vous l'avez compris. J'ai des fichiers cold, donc plutôt froid, et j'ai des fichiers archives. Imaginons, j'ai une application, enfin alors je vais prendre un exemple, je suis comptable, et j'ai des fiches dossiers de travail où voilà, je travaille fréquemment dessus, mes équipes, voilà, on travaille, c'est des dossiers en cours. Je vais les mettre dans un compte de stockage qui est hot, qu'on va appeler hot. Accès fréquent, donc accès plus plus. On en a besoin vraiment souvent, hein, on y va tout le temps. Par contre, le volume est pas énorme parce que bah, c'est des fichiers de travail, hein, j'en ai pas tant que ça. Dans ce mode-là, euh, Azure va me donner les meilleures performances, déjà pour accéder aux fichiers en termes de rapidité, et surtout le meilleur coût. C'est-à-dire que là, dans ce mode-là, je vais payer plus pour le stockage. Donc ça va être plus cher pour le stockage. Donc, je sais pas si je prends un Tera par exemple 30 euros, si vous pouvez donner un exemple. Mais je ne paye pas les frais de transaction, ou quasi pas. Donc là il y a des frais de transaction, mais c'est moins. Donc dans ce cas-là, on est vraiment sur un côté, voilà, et puis c'est rapide, c'est le plus rapide. C'est des fichiers de travail en temps réel. Ensuite, je peux dire, bon, au bout de 30 jours, ou au bout d'un mois, ou quand je le décide, alors ça peut être automatisé, c'est-à-dire on pourrait dire tous les fichiers qui n'ont pas été touchés pendant 30 jours vont automatiquement passer dans un stockage froid, ou alors vous-même, vous pouvez aller les déplacer. Ben, si je dis au bout de 30 jours, les fichiers qui n'ont pas été déplacés, je vais les mettre en froid. Quel est l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que là, au lieu de coûter 30 euros, alors le chiffre, il faudrait que je regarde sur la calculette, on en reviendra sur la calculette, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ils ne sont pas totalement justes, mais on y reviendra, rassurez-vous, c'est juste pour vous donner un exemple. Peut-être que là, je vais le payer 15 euros de stockage, pour mon Tera, là, imaginons, j'ai un Tera. Là, ça va être la même chose, je vais avoir un Tera, mais pour 15 euros. Néanmoins, l'accès sera plus lent. Mais c'est pas grave si c'est des données, par exemple, d'un client voilà, qu'on vient de terminer le dossier, on va les garder quand même dans un fichier froid pour la simple et bonne raison que, bon, vu que le client vient seulement de terminer, peut-être qu'on va devoir y accéder dans les mois qui vont arriver, ou dans les semaines qui vont arriver pour aller récupérer quelque chose ou autre. On va payer donc moins cher le storage, pardon, mais on va payer un peu plus les transactions si j'ai besoin de récupérer des fichiers. Voilà. L'idée de ce stockage, c'est des fichiers qu'on va commencer à archiver, mais pas un archivage très long, c'est-à-dire qu'on voilà, c'est un dossier qu'on vient de terminer, peut-être qu'on va devoir y retourner dans les semaines qui vont y venir. Et le dernier, l'archive, pardon, où là, l'exemple, alors c'est drastique, hein, en termes de coût, je crois qu'on est, faudrait que j'aille vérifier, mais on peut quasiment dire 1 euro pour le Tera, allez, 2 euros peut-être. Mais alors là, pour récupérer les fichiers, c'est vraiment plus lent, donc c'est plus plus. Le coût de stockage est moins cher. Et par contre, si on a besoin de récupérer les fichiers, alors on a en plus transaction. C'est-à-dire que vous allez avoir des frais de récupération.
quand vous allez dire je veux récupérer mon Tera là qui est là, je veux aller lire les données, alors déjà ça va être lent, et en plus de ça, vous allez avoir des frais de Azure va vous facturer des frais pour aller récupérer ce Tera. Alors dans quoi c'est important ça? Imaginez, dans le cycle de vie, vous êtes sur une archive. Vous savez, les documents, je prends l'exemple d'un architecte, j'avais un client architecte, il ne devait pas garder pendant 10 ans les plans. Voilà, c'était légalement, il était obligé de les garder pendant 10 ans. Bah, il va les mettre dans une archive, dans un compte de stockage archive, qui coûte quasi rien, qui est pas cher. Parce qu'il sait très bien qu'il va quasiment pas aller les chercher. Mais si besoin, si une maison s'effondre par exemple, on va lui demander d'aller les récupérer. Donc il faudra aller les récupérer. Il faut qu'il les ait. Mais néanmoins, il peut les mettre sur un stockage archive qui coûte quasi rien, parce que même s'il y a des coûts de sortie, entre guillemets, vu que ça va être très ponctuel, c'est plus intéressant que de les mettre dans des fichiers hot. Voilà, c'est un peu le. Si on prend le. Ça résout pas mal de soucis qui sont par exemple, bah, vous avez un serveur de fichiers sur vos serveurs locaux, vous mettez des fichiers, vous avez besoin d'archiver, donc soit on le met sur des bandes, il faut aller les stocker, soit on les laisse sur le serveur de fichiers, donc ça prend de la place, on rachète des disques durs, etc., pour des fichiers où on va jamais. Donc là, cette solution-là répond très très bien à ça. Évidemment, Azure, ce qu'il fait, c'est qu'il met les fichiers sur des disques durs qui sont plus lents, d'ancienne génération, des HDD, etc., qui lui coûtent beaucoup moins cher et qui vous permettent de vous offrir une solution vraiment à moindre coût. Et ça, il y a même la partie hybride qu'on peut faire, hein, si on fait le contrario avec mes précédentes vidéos. Si vous avez un serveur de fichiers, donc là pas en cache, mais un vrai serveur de fichiers on-prem, vous pouvez dire par exemple, bah, sur mon serveur de fichiers, c'est les fichiers les plus communs. Par contre, je vais me servir de la puissance du cloud, du coût du cloud qui n'est pas cher pour la partie archive. Je vais envoyer mes archives sur un compte de stockage ou un blob storage archive qui me coûte quasiment rien sur Azure et qui me libère une place énorme sur mon serveur de fichiers pour les fichiers de travail dont j'ai besoin au quotidien. Voilà, donc ça, nous avons vu la redondance, les systèmes de fichiers. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, deux choses. Je sais, j'avais dit une, mais en fait deux. Donc, il existe aussi ce qu'on appelle des queues, donc des files d'attente sous forme dans les comptes de stockage que vous pouvez créer. C'est un service assez simple à comprendre. Vous avez des applications. Votre application va déposer hop, un message dans une queue, donc dans une file de messages, ici. Donc plusieurs messages peut-être. Et ici, on est sur le principe du FIFO, donc du first in, first out. Donc ensuite, un service va aller récupérer ce message pour les traiter. Voilà, c'est vraiment un service de file d'attente, tout simplement. Vous allez pouvoir stocker des messages. Il existe d'autres services sur Azure qui sont spécialisés là-dedans, typiquement les bus Azure, mais avec un compte de stockage, vous pouvez déjà commencer à faire ça. Et en fait, il va récupérer le message et il va le traiter ici, puis first in, first out, donc les messages y rentrent et ils ressortent au niveau du service. Il existe aussi ce qu'on appelle des tables dans Azure, dans les comptes de stockage Azure, qui sont en fait la possibilité de stocker des clés valeurs, un peu sous forme de données, de bases de données. Et le dernier que je voulais vous montrer, et ensuite la vidéo je pense est assez dense comme cela, c'est les disques sur Azure. Les disques des machines virtuelles sont en fait stockés sur du compte de storage, pardon. Euh, et vous avez deux types, soit les managés, soit les non managés. En fonction de ce que vous choisissez, soit c'est Azure qui manage vos disques, ou c'est vous qui les managez. Euh, Concernant une petite démo quand même peut-être, on va aller sur le portail Azure pour vous montrer tout ça. Et ensuite on arrêtera la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Alors, on se souvient, portalazure.com. Voilà, donc ici, je vous ai dit les comptes de stockage, storage account. Ici, vous avez par exemple un compte de stockage. Alors, je vais prendre celui-ci, qui est en storage V2, pardon. Donc, vous voyez, c'est pas du premium, hein, c'est vraiment du storage. Et ici, on retrouve ce que je viens de vous parler, les conteneurs, les file share, les queues, les messages et les tables. Ici, on va retrouver par exemple, si je prends le conteneur, vous allez créer votre conteneur. Vous allez pouvoir directement le créer, voilà, ici, et pouvoir donner l'accès à vos utilisateurs.
Quand vous créez un compte de stockage, c'est là que vous allez décider pardon, si vous le mettez en premium ou en standard. Hop, donc ici, je peux aller dans storage. Alors, où est-ce qu'il est? Stockage, pourquoi je ne le trouve pas? Storage account. Voilà. Alors, il existe aussi d'autres formes de stockage qui sont, par exemple, des NAS managés, des BNetApp. Voilà. Mais ça, pareil, si ça vous intéresse, passez déjà cette certification et ça, on le verra dans la 104. Donc ici, il faut que le nom soit unique. Vous voyez, là, par exemple, je ne peux pas provisionner un compte de stockage qui s'appelle test parce que quelqu'un a déjà pris ce nom-là. Donc, test AZ900. Ah bah vous voyez, déjà des gens qui ont fait des tests pour la certification. Voilà, ça devrait être bon. Donc ici, je vais pouvoir créer et c'est là que je peux choisir standard, premium. Si je suis en premium, j'ai plusieurs options en fonction de ce que je vais faire, hein, du file share, du blob. Voilà, ça on y reviendra aussi dans les formations qui vont plus tard. Et ici, par contre, je peux choisir ce qu'on a vu, les zones de redondance, LRS, GRS, ZRS et GZRS, comme on l'a vu ensemble lors de mon explication. Vous pouvez aussi, ça on l'avait vu dans la partie network, donc dans la vidéo précédente, où on avait les endpoints, vous savez, les public endpoints, où on pouvait dire, bah, moi j'autorise seulement par exemple le VNet de ma VM à se connecter à ce compte de stockage. Donc Azure va prendre une route optimisée, quand la machine virtuelle va vouloir aller au compte de stockage, elle va pouvoir prendre une route optimisée pour aller le plus rapidement possible, sans forcément passer par Internet. Et on avait carrément le private endpoint, où là, vous vous souvenez, c'était créer une adresse IP dans le VNet pour le compte de stockage pour qu'il puisse communiquer totalement en privé. Ou public endpoint, ou le network, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y connecter, évidemment avec les accès et les autorisations que vous avez données. Donc, à bien prendre en compte avant la création. Ici, le soft delete, donc c'était les sauvegardes quand j'ai commencé à vous en parler. C'est-à-dire que quand vous supprimez un fichier, il va rester 7 jours dans Azure, entre guillemets, et vous pourrez faire des restaurations, même après suppression. Voilà, je pense qu'on a fait un tour global, hein, sur les comptes de stockage et les comptes de stockage, pardon, et les possibilités que offre Azure sur cette partie-là. Effectivement, on n'a pas tout vu, hein, on le verra dans des vidéos suivantes quand on va parler d'administration, etc., quand on ira un peu plus loin dans le monde Azure. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur la partie stockage. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Ça va m'aider à faire plus de contenu, pardon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.